Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez, me confirmer dans le chat, s'il vous plaît, ceux qui sont présents. Il y a déjà un paquet de personnes présentes. Voilà, je vois que tout le monde a dit bonjour dans le chat. Super, j'avais pas fait attention. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, écoutez, on va démarrer, on va se lancer. Donc, comment faire financer votre achat aux enchères? On s'est rendu compte avec Alexandre que, et on va se présenter brièvement dans quelques instants, mais on s'est rendu compte que c'est une question qui revient souvent, et surtout, moi, des échanges que je peux en avoir avec les gens, c'est une grosse barrière à l'entrée, le financement aux enchères. Et il y a pas mal de gens qui se disent que c'est pas intéressant pour eux d'aller aux enchères, ou du moins qu'ils ne peuvent pas y aller, parce qu'ils ne peuvent pas faire appel au financement bancaire. Et bien, si on peut faire appel au financement bancaire, pas n'importe comment, bien sûr, il y a un mode opératoire, il y a des choses à mettre en place pour que ce soit fait et pour que ça passe auprès de la banque, bien sûr, mais c'est possible, et on va voir ce soir comment, dans quelles conditions, et quelles conditions de façon plus générale vous allez pouvoir avoir en tant que particulier ou en tant que professionnel. Donc, Alexandre, est-ce que tu veux bien te présenter? Merci d'abord d'être avec moi ce soir pour ce webinaire, de nous partager toutes tes connaissances sur le sujet. Et bonsoir à tous, merci Guillaume de ton invitation. Donc, chargez-moi de me présenter ce soir. Donc, Alexandre Dezimpel, je suis un ancien banquier, repenti, comme j'aime à le dire. J'ai fait 16 ans de banque dans le groupe BPCE et actuellement, je suis depuis un peu plus de 2 ans courtier en financement au sein du cabinet Finance Conseil. Voilà. Et je suis également investisseur immobilier à titre personnel pour m'occuper sur mes périodes creuses. J'ai commencé à l'âge de 24 ans. Voilà. Et aujourd'hui, je fais moi principalement que de la location nue annuelle. Ok. Bon, écoute, merci bien Alexandre, merci bien. Et donc, Alexandre, non seulement ça nous arrive de travailler ensemble sur certains dossiers, mais on est aussi et surtout amis. Depuis quelques temps maintenant, mais on va pas dire combien d'années parce que ça nous rajeunit pas. Donc pour ma part, brièvement, pour celles et ceux qui me connaîtraient pas, j'ai exercé comme huissier de justice pendant plusieurs années. J'ai revendu les parts de mon étude en 2021. Je suis aujourd'hui expert immobilier agréé et expert de justice donc à la Cour d'appel de Limoges. J'ai créé mon cabinet d'expertise indépendant Environdo Expertise Conseil. Je suis investisseur immobilier comme Alexandre, mais alors beaucoup plus récent pour moi depuis 2019. J'ai investi sur 5 départements différents. J'ai fait un peu d'achat-revente et puis j'ai des biens en location nue, en location meublée à l'année, meublée de courte durée, à la montagne, à la mer. J'aime bien un petit peu tout essayer, j'aime bien tester. Et avoir un petit peu de tout, ça permet de pondérer un peu le risque et puis les rentrées potentielles aussi. Et puis donc je suis l'auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, qui est sorti il y a bientôt 2 ans déjà. Au programme de ce soir, la raison pour laquelle vous êtes avec nous, c'est parce qu'on va voir donc pourquoi un financement bancaire est possible et comment aux enchères immobilières, donc aux enchères immobilières judiciaires, c'est bien ça dont on va parler. On va pas parler des ventes de l'État, on ne va pas parler non plus des ventes de biens faites par notaire, c'est bien les enchères judiciaires stricto sensu dont on va parler ce soir. Et Alexandre va nous présenter donc en détail quelles sont les conditions de financement que vous pouvez espérer, vous, en tant qu'investisseur. Alors, investisseur, j'entends investisseur particulier. Quelqu'un m'a fait un mail cet après-midi pour me dire que je ne m'adressais pas aux particuliers. Alors, c'est une erreur de compréhension. Par investisseur, j'entends un particulier qui investit, comme Alexandre le fait, comme je peux le faire, sans avoir une société d'investissement. C'est ça que j'entends par le mot investisseur. Qu'on soit investisseur professionnel, au travers d'une société, ou bien particulier, que ce soit en nom propre ou en SCI. On verra ensuite quelles sont les conditions de financement que vous pouvez espérer en tant que marchand de biens et marchand de biens débutant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui se posent des questions sur le fait de démarrer ou pas une activité de marchand de biens et à quoi est-ce qu'on peut prétendre en termes de conditions de financement quand on est marchand de biens et notamment au niveau de l'apport. On verra ensuite comment ce fameux dossier de financement, vous allez pouvoir le monter pour que ça passe au niveau de la banque. Comment mettre tous les atouts de votre côté, et il y a des façons bien spécifiques de le faire quand on est aux enchères, parce que c'est particulier comme moyen d'investissement, et donc il y a un gros travail d'anticipation, d'explication et de justification à amener auprès du banquier.
Enfin, vous avez l'habitude maintenant, à chaque webinaire, on vous expliquera, alors là ce sera un peu différent parce qu'on travaille en binôme avec Alexandre, comment est-ce qu'on peut vous aider pour celles et ceux qui veulent concrétiser leur projet rapidement et aller acheter un bien rapidement aux enchères. Et puis on terminera par un échange questions-réponses. Est-ce que tout ça vous va? Est-ce qu'on peut entamer la présentation? Je pense que oui. Alors, sans plus attendre, c'est moi qui commence. Et en guise d'introduction, j'ai envie de vous rappeler que, pourquoi les enchères sont faites pour vous, ou pas peut-être. Les enchères, est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce qu'il vous faut pour aller sereinement enchérir finalement? Quelles sont les conditions? Il va vous falloir d'abord des liquidités. Par liquidité, j'entends 20 000, 30 000, 40 000 euros ou plus. Tout dépend bien sûr de votre projet et il faut que votre budget soit en adéquation avec votre projet. Et vos liquidités, c'est la même chose. Pourquoi? Et à quoi vont servir ces liquidités? Ces liquidités, vous le savez sans doute tous, pour enchérir, il faut présenter une garantie financière de 10% du montant de la mise à prix en chèque de banque à l'avocat. Donc, pour un bien qui va être mis aux enchères 50 000 euros, il vous faudra une garantie de 10%, c'est-à-dire 5 000 euros. Si la mise à prix est de 100 000 euros, il vous faudra garantir à hauteur de 10 000 euros. Donc, il faut avoir ces liquidités-là. Vous voyez déjà, 10 000 euros pour une enchère à 100 000, pour un début des enchères à 100 000. Si en plus, pas de chance, vous vous intéressez au secteur en Île-de-France, en région parisienne, sur la majorité des barreaux là-bas, il va vous falloir remettre un deuxième chèque de banque à l'avocat. C'est le règlement des barreaux locaux, des barreaux des avocats locaux qui veut ça. C'est obligatoire pour eux. C'est pas les avocats qui s'amusent à le faire en plus. C'est un règlement qui vous demande de remettre un second chèque de banque qui correspond à peu près au montant des frais de procédure. Et souvent, les frais de procédure en région parisienne, ils oscillent autour de 10 à 12 000 euros. Donc vous voyez qu'on est tout de suite très vite à 15, 20 000 euros. C'est la raison pour laquelle, si on n'a pas ça, c'est difficile. On peut avoir moins, tout dépend encore une fois du secteur où vous êtes, etc. Mais ces liquidités, elles vont donc servir à cette garantie, à ce second chèque de banque si vous êtes en Île-de-France. Elles vont vous servir également à payer les premiers frais, et notamment les frais de votre avocat. D'abord pour enchérir, si vous trouvez un avocat qui ne vous facture pas les frais pour aller enchérir, c'est parfait, c'est très bien, et je vous encourage à le faire parce qu'il y a des avocats qui le font. Pas tous, mais il y en a qui le font. Mais elles vont vous servir aussi à avancer les frais de l'avocat juste après la vente. Parce que vous avez un délai pour amener les fonds, on va le voir ensuite, mais l'avocat, il va falloir le payer quand même rapidement parce qu'un avocat, dans la plupart des cas, ils se font payer avant de commencer à travailler. Et c'est l'avocat qui travaille dans la procédure. Juste après que vous ayez remporté les enchères, une fois que vous avez été déclaré adjudicataire, c'est votre avocat qui travaille et il faut pour ça souvent lui payer sa facture par anticipation. Le deuxième point, c'est de savoir où vous allez. Quel est votre projet? Et ça de façon claire. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous positionner sur les mêmes biens si votre projet c'est un investissement locatif ou bien si votre projet c'est une opération d'achat-revente. Parce qu'on n'a pas les mêmes exigences, on n'a pas les mêmes conditions, les mêmes critères pour aller faire une opération d'achat-revente, notamment en termes de secteur. On sera peut-être plus ouvert en termes de secteur pour une opération d'achat-revente que pour un investissement moyen ou long terme qu'on va garder en portefeuille. Puisque là, on va viser un certain type de locataire, un certain type de bien sur certains secteurs sur lesquels on sait qu'on va se sécuriser. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de démarrer, de savoir où vous allez et quel est votre projet, surtout aux enchères, parce que sinon vous allez clairement vous perdre dans les annonces, dans la configuration des différents outils qui sont à votre disposition pour aller sourcer vos biens, sourcer les annonces, etc. Ensuite, dans les analyses et les lectures de documents, montez vos dossiers. Si vous devez faire le tri sur 50 annonces qui vous arrivent par mois, ça va être très compliqué, ça va vous demander beaucoup de temps. Et à l'inverse, si vous avez travaillé intelligemment, si vous avez un projet précis et défini du coup en conséquence, en fonction de votre secteur, votre projet, votre budget, eh bien vraiment un projet clair, net, précis, ça va vous permettre déjà de gagner du temps à la base et de ne pas vous essouffler sur la durée au niveau de votre projet enchère. Est-ce que tout ça, c'est bon pour vous? Si c'est bon pour vous, c'est que les enchères sont OK pour vous et on peut passer à la suite. Donc, avant de laisser la parole à Alexandre, qui va nous développer vraiment tout le process et les conditions du contexte bancaire actuel, pourquoi est-ce qu'un financement bancaire, c'est possible aux enchères? Eh bien, c'est possible parce que vous avez un délai pour payer après l'audience. Vous n'êtes pas obligé de payer à l'audience ou le lendemain. Donc, le délai, ou je devrais même dire les délais, parce qu'en réalité, il y en a deux différents, il va dépendre de la procédure qui a conduit le bien à être vendu.
Les procédures, il y en a trois. Vous avez la saisie immobilière, la liquidation judiciaire et la licitation. Donc la licitation, c'est le partage d'indivision. Pour cette licitation et pour une saisie immobilière, vous aurez un délai de 2 mois. Vous aurez 2 mois pour payer après l'audience, et en réalité, c'est même 2 mois plus 10 jours, puisqu'il y a une période, vous savez, qu'on appelle la période de surenchère, pendant laquelle le bien peut être remis en vente à la demande de quelqu'un qui formule cette surenchère, qui fait une déclaration de surenchère par l'intermédiaire de son avocat. Donc 2 mois plus 10 jours. Et ce délai peut même aller jusqu'à 3 mois, c'est 3 mois, si le bien est vendu sur une liquidation judiciaire. Donc vous voyez que finalement, ce délai-là, il n'est pas beaucoup plus court, voire même il est le même que sur le marché traditionnel entre un compromis de vente et la vente chez le notaire. Donc au final, le tout, c'est de ne pas se paniquer et se dire que c'est plus compliqué, d'avoir beaucoup d'a priori négatifs. Le financement bancaire aux enchères, il est possible. Vous avez le délai pour le faire et vous allez travailler pour ça dans certaines conditions. Restez jusqu'à la fin, on vous les donnera toutes, et y compris les conditions de travail avec votre avocat. Et je vais maintenant céder la parole à Alexandre, qui va nous commencer par nous parler du contexte actuel, si tu veux bien, Alexandre. Donc, comme vous l'avez compris, charge à moi un peu d'aborder la partie bancaire et technique bancaire liée. Donc, on vous propose avec Guillaume donc de faire un petit focus sur le contexte actuel. Voilà, donc on est en période, après une longue période de hausse de taux, on commence à avoir des taux directeurs qui baissent, et indirectement, les banques commencent à appliquer des taux un petit peu plus raisonnables que ce qu'on a pu avoir depuis quelques temps. On voit une moyenne de taux qui est en baissée, alors aux alentours de 0,80 en 8 mois sur 25 ans. Alors comme ça vous parle pas forcément. On voit une baisse, mais on va aborder après sur l'autre slide. Quel est l'impact direct sur le budget des emprunteurs? Donc, vous avez un exemple rapide. Voilà, non, je t'en prie. Mais en prenant l'exemple d'une mensualité de 1 200 euros, aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, sur une année glissante, clairement, on a un gain de pouvoir d'achat de 20 000 euros sur le budget des emprunteurs. Donc, sur la slide suivante, là, on a fait le focus. Donc, ça, c'est un document interne de notre cabinet. En comparant les taux simplement du début d'année sur 25 ans, janvier 2024, et les taux à aujourd'hui, octobre 2024. Cette baisse de 0,80, on voit qu'elle a un impact directement sur les budgets en fonction d'une mensualité. À 800 euros, vous avez un budget mensuel de 800 euros. En début d'année, vous pouviez emprunter 147 000. À aujourd'hui, vous avez un budget à 160 000 pour la même mensualité, ce qui représente un gain de 13 000 euros. Donc, ce qui n'est pas moindre dans un budget. Soit ça nous paye une partie des frais ou potentiellement de l'aménagement. Et on voit que dès qu'on passe 1 200 euros, c'est des sommes qui sont quand même assez conséquentes. À l'inverse, sur la slide suivante, bon, là, on est sur un exemple à 20 ans. Donc, vous voyez, les durées sont un petit peu plus courtes, les taux ont un petit peu moins baissé. Ça met en exergue la différence de taux entre 20 et 25. On s'aperçoit qu'il n'y a pas trop de différence. Là, on est bien sur du marché d'acquisition de résidence principale. Certaines banques font du 25 ans sur le locatif, mais pas toutes. Donc, on a bien ces taux-là sur 20 ans. Et sur la dernière slide, vous avez la comparaison là où qui va directement mettre en avant, si vous voulez, ça va être la baisse de la mensualité. Voilà. Pour un montant emprunté, par exemple, de 200 000 euros, dans mon secteur géographique, on est sur une moyenne aux alentours de 200 000 euros. Eh bien, entre octobre 2023 et octobre 2024, on s'aperçoit qu'on a un gain de presque 100 euros, 85 euros, ce qui va avoir un impact sur les critères d'éligibilité au prêt, où les revenus mensuels nécessaires étaient à plus de 4 300 euros. Et aujourd'hui, on est plus sur des revenus aux alentours de 4 000 euros. Donc, on a aussi un impact là sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on a un gain potentiel d'emprunt par rapport à son revenu de 300 euros. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que clairement, le contexte est plutôt favorable aujourd'hui à l'emprunt par rapport à ce qui pouvait être l'année dernière et en 2022. On va dire que l'hémorragie, pour rebondir sur ce que tu disais, Alexandre,
a cessé, ça s'était stabilisé, puis là on est de nouveau sur une phase où ça redescend gentiment, sans aller retoucher les niveaux qu'on a connus du tout, mais c'est en train de revenir à des niveaux un peu plus cohérents peut-être, ou plus acceptables en tout cas. Voilà, alors moi j'ai eu des dossiers, on était sur des clients professionnels marchands de biens, on pouvait être aux alentours de 5%, ce qui peut paraître énorme. Bon, attention aux durées, ça dépend des durées d'emprunt. Des taux à 1%, c'était pas naturel et c'était pas cohérent économiquement non plus, hein. Donc il faut garder en tête que l'objectif de la BCE, c'est un taux d'inflation aux alentours de 2,5-3%. Des taux aux alentours de 3%, 3,5% sont tout à fait cohérents dans le marché et dans le contexte actuel. Ok. Et je reprécise du coup que là, tous les chiffres qu'on donne, donc nous, on est en Haute-Vienne, hein, l'un et l'autre, région Limousin, centre-France. Bon, c'est les chiffres région. Vous, enfin toi, Finance Conseil, vous avez un maillage territorial qui fait que vous êtes un peu partout. La tendance, donc là, tous les chiffres, c'est vos chiffres internes hein, que tu nous fais la sympathie de nous partager ici. Donc j'espère que, enfin, vous vous rendez compte que c'est, voilà, c'est vraiment de l'info qualifiée, dernier cri. Tes chiffres, ils sont actualisés à octobre là, donc au mois présent. Nos Donc, chiffres sont actualisés tous les 15 jours et ça, ce sont des moyennes, c'est pas les meilleurs taux hein, qu'on a obtenus. Sur 20 ans, on a eu du moins de 3% sur des dossiers spécifiques.